Et voilà, on est de nouveau là dans notre petit studio à Berne pour la deuxième émission, le deuxième épisode de Champ Libre, l'Instagram Live du PS Suisse. Bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Cédric Vermouth, je suis le co-président du PS Suisse et j'ai l'honneur d'animer ce soir ce débat avec Jessica Jacou, conseillère nationale du canton de Vaud, PS évidemment. Bonsoir. Et Christian Andrès, conseiller national du canton de Genève, évidemment aussi membre du groupe du Parti socialiste sous la coupole fédérale. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner pendant ces 45 minutes qu'on va discuter de plusieurs thématiques. On va d'abord un peu regarder ce qu'on a fait pendant cette session spéciale, les trois jours qu'on a passé à Berne ici pour traiter des sujets importants. Et le débat central de ce soir, ça sera la politique de l'UDC, notamment son initiative sur les 10 millions, et la question pourquoi est-ce que ce parti arrive toujours à proposer des non-solutions, à faire une politique à Berne qui est une politique clairement pour la minorité très très riche de ce pays, pour l'oligarchie et l'élite économique, et de se vendre comme parti populaire qui défend et qui semble défendre l'intérêt de la majorité. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez directement nous les écrire, ici les mettre juste en bas de l'Instagram. On va essayer de l'intégrer directement dans le débat. Voilà, on vient d'avoir 3 jours de session spéciale. Juste pour clarifier, la session spéciale, c'est rien de spécial, c'est une session extraordinaire, mais parce que la loi nous oblige d'avoir au maximum 4 sessions ordinaires, on l'appelle session spéciale. C'est 3 jours à Berne, mais c'est quand même assez particulier parce que le Conseil aux États n'est pas là. Les États ne sont pas ici. On a un peu plus de place au Palais fédéral. Est-ce que vous avez eu un sujet qui vous a particulièrement tenu au cœur, vous a particulièrement fasciné pendant ces 3 jours ici à Berne? Jessica, peut-être pour commencer. Oui, on a ouvert, c'était du reste le premier sujet qu'on a traité lundi, c'était la thématique de l'éducation sans violence. Ouais. Donc on a enfin, j'ai envie de dire, introduit dans le code civil le principe de l'éducation sans violence, donc sans traitement dégradant, humiliant, sans correction physique. Et puis, ce qui était fou, c'est quand même toujours dans cette dynamique où on a l'impression que c'est des extraterrestres, c'est qu'il y avait vraiment une unanimité pour ce projet, moins l'UDC, qui estimait qu'il ne fallait pas mettre l'éducation sans violence dans la loi, qu'au final, c'était quand même pas si mal de pouvoir conserver un peu la bonne vieille menace de la gifle et de la fessée, puis que c'était un peu le seul moyen d'asseoir son autorité en tant que parent. Enfin, ça faisait quand même très vieille école, quoi, un peu siècle passé. Juste pour clarifier la situation, jusqu'à cette motion, cette décision du Parlement, est-ce que c'était permis en Suisse d'avoir une éducation violente ou d'être un parent humiliant? Alors, le code pénal prévoit bien évidemment que tout... la gifle, c'est une infraction pénale. Ça, c'était déjà le cas avant. Mais par contre, on avait quand même des pratiques qui étaient un petit peu, il y avait un peu une zone grise. Un parent, son droit de correction, et si c'était pas trop régulier, puis que c'était de temps en temps une gifle, c'était pas non plus gravissime, quoi. Puis ça posait quand même pas mal de problèmes déjà pour accompagner et aider les familles dans lesquelles il y avait de la violence, d'accompagner les enfants qui en souffrent, c'est quand même eux les premières victimes. Et puis maintenant avec cette disposition qui vise vraiment pas à culpabiliser et à sanctionner les parents, mais plutôt à leur donner des outils pour éduquer les enfants en dehors de cette forme de violence. Ça permet aussi d'aider les enfants à s'en sortir. Je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction. Puis c'est quand même assez fou qu'en 2025, quand on débatte de ce genre de sujet, on ait encore des propos comme on a entendu à la tribune avec des UDC qui viennent nous dire que c'est l'effondrement de l'autorité à la maison, qu'il faut garder quand même la menace de la gifle, sinon tout fout le camp. L'effondrement patriarcal, je suppose aussi. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. C'est un peu mais c'est l'ancien monde. C'est petit à petit ces éléments de l'ancien monde. Avec Trump, ça pourrait revenir, ça pourrait être l'avenir. Ouais. Mais oui. Heureusement, en tout cas, là, sur ce coup-là, le Parlement a quand même clairement indiqué à
à l'ultra grande majorité qu'il avait envie de passer dans le nouveau monde. C'est déjà quelque chose. C'est déjà pas mal. Pas toujours le cas, pas sur tous les sujets. Pour toi, Christian, il y avait quelque chose de... Non, mais je crois effectivement que cette question de l'éducation non violence, c'est un pas qui est d'une grande importance, parce que, comme tu l'as dit, il y a le discours général, ambiant, autour du wokisme, autour du trumpisme, où en fait, on veut réaffirmer l'autorité patriarcale, notamment sur des personnes comme des enfants ou des femmes. Et je crois que c'était un pas qui va dans le bon sens, évidemment. Alors, on n'est pas en train, pour l'instant, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, disons, d'attribuer des droits à des enfants. On est encore sur des normes qui sont assez programmatiques. Mais c'est quand même, je pense, un changement de paradigme qui a une grande importance. Et puis aussi, on a pu traiter, une fois n'est pas coutume, une avancée dans le domaine, justement, toujours familial. Là, c'est sur l'accueil extra-familial, c'est les crèches. Il y a une dimension sociale, mais il y a aussi une dimension, disons, éducative importante, parce qu'on constate, plusieurs études l'ont montré, puis aussi dans l'expérience, en fait, de parents, que lorsque l'enfant va à la crèche, il s'épanouit. Il peut se développer, évidemment pour autant que les crèches aient les moyens de le faire. Ça va être une bataille qu'on va devoir aussi mener dans les cantons. Mais là, on a réussi à faire passer une loi cadre qui a vraiment une grande importance. Et il faudra continuer évidemment cette bataille pour que on ait des conditions d'accueil qui soient optimales, avec des personnes formées, avec des personnes qui ont le temps de pouvoir s'occuper des enfants. Ça va être les prochaines bagarres à mener. Là, on l'a mené sur un terrain politique avec le parti et nos alliés. Il faudra maintenant aussi le mener sur le terrain syndical, je dirais avec les organisations qui défendent les travailleuses et les travailleurs, notamment évidemment et notamment le syndicat des services publics que je préside. Je crois que ça va être vraiment, c'est un champ absolument central qui a aussi été contesté il n'y a pas si longtemps par l'UDC. Je me souviens au sein de la commission où des personnes, en aparté de la commission, parce qu'on n'a pas le droit de parler de ce qui se fait effectivement dans la commission, mais qui indiquaient en quelque sorte qu'on était des enfants des crèches, en quelque sorte, parce qu'on avait un esprit... Les enfants de l'État. Alors ça, je pense que ça, c'est encore une étape... Mais là, c'était vraiment l'enfant de la crèche, parce qu'on avait du coup, c'est une sorte de pensée comme ça, libérale, qui leur paraissait éminemment problématique. Et puis il y a aussi eu l'imposition des couples. Ça, je crois que c'est un élément, c'est une avancée aussi, même s'il y a évidemment des pertes qu'il faudra essayer de compenser. Ça va peut-être clarifier l'imposition individuelle. Oui, individuelle, effectivement, pour les couples mariés, ce qui était une revendication d'assez longue date. Et on a réussi en plus à ce que ce texte puisse passer sans trop de pertes, aussi d'un point de vue budgétaire. Alors, je pense que c'était aussi important parce que le contexte n'est pas bon. Hein. On a le rapport qui a été commandé d'experts, entre guillemets, par Keller-Souter, qui est devenu un peu la feuille de route du Conseil fédéral. Et je pense que disons, avec ça, on a un premier pas, en tout cas positif, pour pouvoir montrer qu'on peut combattre en fait, ces mesures tout en essayant de garantir des éléments d'égalité qui sont chers à la population, quoi. Mais est-ce que cette loi sur les crèches, ça va changer quelque chose dans le canton de Genève et le canton de Vaud? Parce que vous êtes quand même beaucoup plus avancé sur ces questions que la Suisse allemande en général. Ce qu'on espère, c'est qu'il y aura de l'argent qui va être mis aussi à disposition par la Confédération. C'est aussi un signal politique de grande importance parce que la droite et l'UDC attaquent frontalement en fait, les conditions d'accueil. Le PLR également, parce que c'était le PLR qui était, disons, à la manœuvre dans les dernières attaques qui ont été menées, où on veut diminuer la qualité de la formation des personnes qui doivent encadrer, enfin accompagner les enfants, et puis aussi dire on peut augmenter le nombre d'enfants par personne qui les suivent. Et on sait déjà qu'aujourd'hui, c'est très problématique. Si on dégrade encore ces éléments-là, ça va être terrible. C'est quand même des métiers qui sont assez durs. Hein. Vous êtes dans un univers où il y a évidemment beaucoup de bruit, évidemment aussi beaucoup d'attention et d'amour pour les enfants, mais c'est quand même un métier qui n'est pas de tout repos, quoi. Donc ça doit pouvoir se faire dans de bonnes conditions si on veut que les personnes soient aussi attentives ou attentifs aux besoins en fait, des enfants dans les crèches. Ça, c'est central. Oui, puis il y a toujours cet enjeu, à part ça, de l'accessibilité pour les parents à ce qui doit être un service public. L'accueil préscolaire et parascolaire, ça doit être réfléchi comme un service public. Ça veut dire que ça doit être accessible à toutes et tous, y compris aux petits revenus, y compris aux familles monoparentales. C'est le b.a.-ba pour accéder au marché du travail, pour accéder à l'émancipation. Je pense notamment aux femmes qui, des fois, veulent sortir de schémas de violence, par exemple, dans leur couple, et puis sans accéder à des places d'accueil dans crèche, ça veut dire impossibilité d'avoir une activité professionnelle, impossibilité de gagner une émancipation économique, sociale. Enfin, il y a vraiment un enjeu très, très fort là autour. Et puis, je pense que ça va dans la bonne direction. L'essentiel étant toujours, bien évidemment, le nerf de la guerre, de s'assurer qu'il y aura
suffisamment d'argent aussi pour maintenir le financement des créations de nouvelles places. Et puis après, l'accessibilité pour les parents à ce service public en fonction de leurs revenus. Alors, on a eu des avancées, en tout cas nationales maintenant, sur le plan de l'égalité, évidemment, mais ce n'est pas encore terminé. Toutes ces lois passent encore aux États, l'imposition individuelle et les crèches, on verra bien en août ou peut-être en juin déjà. Est-ce qu'on arrive d'avoir une petite avancée? En tout cas, c'est déjà quelque chose. Après les élections 2023, on ne pouvait pas s'attendre directement à une telle politique. C'est déjà quelque chose qui nous semble être assez positif. Mais il n'y a pas que du positif qui se passe en politique suisse ces jours-là. On voulait discuter de quelques propositions de l'UDC, notamment de l'initiative pour la durabilité. Ça s'appelle comme ça officiellement. C'est une initiative qui tout simplement vise à limiter le nombre de personnes qui habitent dans ce pays à un maximum 10 millions de personnes et qui, dans cette logique, aimerait arrêter la collaboration avec l'Union européenne, notamment sur le marché du travail, arrêter l'ouverture ou mettre fin à l'ouverture du marché de travail en Suisse. Est-ce que vous comprenez l'idée de durabilité qui est derrière, ou disons le mélange, ou l'idée de mettre l'idée de la durabilité dans le titre de cette initiative, bien que ça n'a pas grand-chose à faire avec la durabilité? Ouais, enfin, disons, à part vouloir tromper le public, je ne vois pas trop quel est l'objectif. Mais c'est assez intelligent, non, d'essayer c'est, je pense, une vraie initiative dangereuse, parce qu'ils ont été très, très malins en allant effectivement sur ce terrain-là. Il y a une dynamique aussi malthusienne. C'est la lutte contre la croissance. Peut-être vite expliquer. C'est-à-dire qu'il y a, disons, comme si effectivement l'expansion de l'humanité était un problème effectivement en soi, et sans aucune analyse aussi sur les processus économiques, en fait, qui peuvent amener aux problèmes environnementaux, qu'ils essayent en quelque sorte de mettre en avant avec le titre de cette initiative, parce que ça s'arrête au titre, parce qu'après le contenu, on est effectivement sur toute autre chose. Mais c'est vrai qu'ils partent quand même d'un élément, c'est qu'il y a une dégradation quand même de la qualité de vie et du niveau de vie en Suisse. Ils partent de ces préoccupations, de ces aussi angoisses d'une partie de la population. Très clairement, on le voit avec l'accès aux soins, on le voit aussi avec des services publics sous-dotés qui sont en partie aussi dégradés, et puis évidemment avec les loyers qui explosent. Donc ils partent en fait de ça en disant on doit lutter effectivement là contre. Comment? Avec des éléments en quelque sorte durabilité et décroissance. Et quelles sont les propositions qui sont faites? Parce qu'on ne le dit pas, et on ne le dit pas assez souvent, c'est aussi la suppression du regroupement familial, qui est une dernière des saloperies. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres termes. C'est une violence inouïe de priver en fait une famille de pouvoir accéder à ses enfants. Je pense que c'est quand même quelque chose de très, très, très dur. Et effectivement, la question aussi, il touche à des droits fondamentaux. Donc c'est ça, c'est qu'il y a la façade, et la façade est très bien pensée, très bien effectivement réfléchie. Et puis on a des solutions qui sont celles, disons, qu'ils portent depuis effectivement des décennies aujourd'hui, depuis leur fondation, il y a une 50aine d'années. C'est quand même impressionnant si on regarde notamment les services publics en Suisse, prenant la santé. Je crois que c'est assez... En tout cas, je ne sais pas si c'est connu, mais si on regarde les chiffres, c'est très très clair. Sans la migration, sans le soutien des personnes qui viennent notamment d'Europe, on serait incapable de maintenir le niveau de qualité. Quelles seront les conséquences directes pour le service public de santé si on acceptait cette initiative? Je pense que sur une région qui est celle où Christian et moi habitons, Vaud-Genève, l'Arc lémanique, si on supprime la migration et le travail frontalier, on ferme les hôpitaux. Il n'y a plus de soins à domicile, il n'y a plus aucun hôpital qui tourne. On l'a vu du reste pendant la période du Covid. C'était au tout début, quand il y a eu le premier confinement. C'était en janvier ou février? Non, c'était en mars. C'était en mars 2020. C'est vrai, exactement, ça fait 5 ans. Toi, tu étais déjà au Conseil national. Ouais. Et c'est à cette époque-là que le président Macron, le président français, a dit qu'il envisageait de fermer les frontières entre la France et la Suisse. Et cette fermeture, elle aurait empêché toutes les travailleuses et les travailleurs frontaliers de venir travailler dans les hôpitaux et dans les structures de soins de première ligne et d'urgence en Suisse, qui débordaient déjà bien évidemment à cause du Covid. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un vent de panique. On s'est dit, mais si le président Macron ferme les frontières... Qu'est-ce qu'on fera avec nos hôpitaux? Nos hôpitaux ne tournent plus. Ouais. Se rendre compte, le vent de panique qu'il y a eu pendant 24-48 heures, la réalité, c'est que s'il doit se passer quelque chose de similaire avec l'initiative UDC, c'est exactement la même chose qui va se dérouler, parce que la réalité, c'est que dans nos hôpitaux, dans le domaine des soins, puis quand je dis le soin, c'est au sens large, c'est pas que dans l'hospitalier, c'est aussi les soins à domicile. Par exemple, on a une prévalence importante des travailleuses et travailleurs
issus de l'immigration ou frontaliers. Et puis, ils sont absolument essentiels au maintien du service public de la santé. Ça, c'est une réalité. Alors, si on prend toute la Suisse, en tout cas dans les hôpitaux, il y a un tiers de tout le personnel qui est d'origine européen ou frontalier, ou qui est un travailleuse frontalier. Et en tout cas, la moitié des docteurs qui viennent de l'Europe. Ça serait quand même assez impressionnant comme conséquence. Impressionnant, mais il y a aussi, disons, sur la dynamique générale, c'est que le nombre d'actifs de nationalité suisse diminue. Il y a des données qui sont publiées, parce qu'il y a beaucoup de données publiées en Suisse. Après, elles ne sont pas toujours simples, effectivement, d'accès, il faut les recouper. Mais en 20 ans, en fait, on est passé de 75% d'actifs et d'actifs suisses à 66%. Et la tendance, toute la population. Toute la population. Donc, disons, l'initiative de l'UDC rend effectivement la vie économique impossible. Et puis, disons, l'UDC, c'est, je pense, aujourd'hui, même devant le PLR, le premier parti d'amis des patrons. Donc, je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a autre chose. Et évidemment, ces initiatives, c'est des fabriques, en fait, à sans-papiers. C'est le fait d'avoir des permis de séjour qui seraient de plus précaires. C'est une précarité, une pression qui est mise sur les salariés. Je crois que c'est vraiment ça l'objectif. On a des dizaines de milliers de personnes sans-papiers dans ce pays qui travaillent. D'un point de vue syndical, ça changerait quoi? Je pense que quand tu mets une pression aussi énorme sur une partie des salariés, d'abord les personnes concernées, on a quelques données qui avaient été publiées par Caritas. Ils avaient fait des études, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Ils montraient qu'une personne sans papier en Suisse avait un salaire d'environ, à temps plein, 2 000 francs par mois. 2 000 francs par mois. Et un temps plein de sans papier, ce n'est pas du 40 heures par semaine. Hein. Ouais. Donc la réalité, c'est ça. Et que ces dizaines de milliers de personnes, en fait, bénéficient à l'économie, et qu'il y a des personnes qui se font de l'argent sur le dos de ces gens. Et je pense que ces statuts précaires permettent aussi, là on parle des sans-papiers, mais si tu mets une pression liée à la concurrence en enlevant effectivement des droits, parce que si tu enlèves la libre circulation des personnes, tu vas revenir avec d'autres types en fait, de permis de séjour qui seront à chaque fois attachés en fait, au contrat de travail et donc laissent en fait, un pouvoir presque de vie et de mort économique dans les mains du patron face aux salariés qui pourront... Déjà aujourd'hui, c'est difficile de négocier des conditions de travail. On voit les salaires qui stagnent ou évoluent peu. Là, avec ça, les permis de séjour, ils vont pouvoir encore creuser en fait, et aggraver l'exploitation d'une partie de la population. Et évidemment, ça permettra de dégager des marges bénéficiaires. Je crois que c'est ça, c'est le cynisme en fait, de la politique menée par l'UDC. Avec la fin de la libre circulation, on aurait aussi la fin, évidemment, de toutes les mesures de protection du marché du travail, des mesures qui accompagnent la libre circulation. Est-ce que c'était depuis le début, en tout cas, un peu le but de l'UDC depuis 20 ans, d'attaquer les syndicats frontalement sur le marché du travail, non ? Oui, c'est un peu, je pense que ce qu'évoquait Christian, c'est quand même se rappeler quel est l'objectif final. Hein. C'est pas d'apporter plus de protection et des meilleurs salaires en Suisse, hein. C'est plutôt l'inverse, c'est de précariser le marché du travail, précariser les travailleuses et les travailleurs, asseoir un pouvoir patriarcal, on y revient, hein, du patron sur l'employé, le droit de vie ou de mort sur la vie, enfin sur son employé. Et puis, faut quand même se rappeler que dans les négociations qui sont encore en cours avec l'Union européenne, le rôle des syndicats a été absolument essentiel afin de maintenir les mesures d'accompagnement, ce filet qui permet de maintenir le niveau des salaires en Suisse à l'îlot de cherté que nous avons. Directement lié notamment aux accords bilatéraux. Directement lié aux accords bilatéraux, tu as raison de le rappeler. C'est grâce à la pression aussi des syndicats qu'on va vraisemblablement s'en sortir avec des accords qui permettent d'éviter le dumping salarial. Et il ne faudrait surtout pas que droit derrière, ça serait vraiment le retour de boomerang qui serait quand même particulièrement corsé. De droit derrière, on a une initiative populaire qui vient de sabrer finalement des années de négociations au profit vraiment des travailleuses et des travailleurs. Une question du public que je voulais vous poser. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a une motivation raciste dans ce projet d'initiative? Est-ce qu'on peut l'appeler de racisme ou est-ce qu'il joue peut-être avec une certaine méfiance, en tout cas, de l'étranger, une certaine peut-être xénophobie latente dans la population? Bon, moi, je ne sais pas s'il y a une xénophobie qui est, disons, inhérente à la population suisse, qu'elle est plus ou moins marquée qu'ailleurs. Je crois qu'il y a en tout cas effectivement une xénophobie qui est construite politiquement. Elle est construite aussi à grand renfort médiatique. Je veux dire, tout l'espace est occupé par l'abus de l'asile, l'abus des travailleurs étrangers. Et en fait, ça, évidemment, ce que ça dissimule, parce que cette initiative n'en parle jamais. Bon, je parlais aussi des dégradations des conditions de vie, c'est des aspects de répartition des richesses. On a un accroissement phénoménal d'un côté et un appauvrissement dramatique de l'autre. Est-ce que c'est peut-être ça? Est-ce que cette initiative sert à empêcher
un développement, disons, d'un point de vue peut-être plutôt de lutte de classe contre l'inégalité qui est en train... Ça, c'est évidemment le cœur du monstre. C'est que comment est-ce que les mouvements ouvriers ont réussi à combattre, disons, efficacement les attaques en fait, des employeurs, à gagner évidemment des droits. Ça s'est toujours fait autour des questions d'unité. Et ça n'a pas été, disons, une bagarre simple à faire. J'ai lu récemment qu'il y avait eu, pas récemment, mais un massacre de salariés xénophobes à Aigues-Mortes en 1893. Et en fait, on a eu Zimmerwald en 1916-1917. C'était la grande conférence. La conférence qui a permis de créer une unité en pleine guerre, alors qu'on avait justement des approches ultra-nationalistes. Donc ça montre que le mouvement ouvrier était capable en fait de dépasser ça. Mais là, aujourd'hui, c'est plus difficile, je pense en partie parce qu'on a aussi l'organisation du travail très éclatée, les gens sont atomisés, il y a des pertes de sens aussi du métier, le métier est plus abordé d'une manière collective. Et évidemment, quand en plus on a une dynamique, une organisation du travail qui se fait par, c'est beaucoup le cas dans les soins, par origine nationale. Moi, j'étais très actif à l'hôpital de Genève. Vous avez vraiment, c'est par service, il y avait une nationalité. Et effectivement, souvent, il y avait des volontés, des RH ou de la direction, de mettre en fait les services en concurrence autour aussi des questions nationales. Et jouer avec ça. Et jouer à fond avec ça. Et ça crée évidemment des logiques destructrices. Très difficile d'arriver à mettre les gens ensemble pour se battre. Et je crois que c'est ça qui est évidemment derrière. C'est ce que le patronage fait depuis effectivement des décennies et qu'on avait réussi à combattre. Maintenant, on a eu plus de peine. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit essayer de revenir et d'opposer en fait à ces logiques de l'UDC. Peut-être pas des concepts aussi abstraits, mais montrer en fait que c'est qu'ensemble qu'on arrive à combattre ces attaques sur les conditions de vie, à combattre les attaques sur les salaires. Je pense que c'est ça, en fait, le message qu'on doit faire passer. Et pas qu'un message. Je pense qu'il y a aussi des actes et des actions qu'on doit mener dans ce sens. Mais évidemment, ce qui est vrai, Jessica, il y a des problèmes, disons, dans ce pays qui deviennent des problèmes réels au niveau social. Par exemple, la pénurie des logements. Est-ce que ça ne serait pas plus simple si on aurait moins de gens qui habitaient dans ce pays ? C'est hyper intéressant de venir sur la question du logement parce qu'elle sera bien évidemment utilisée par l'UDC avec un discours qui, je pense, sera assez simpliste. C'est vos loyers explosent, la pénurie augmente, vous n'arrivez pas à vous loger, c'est la faute à l'immigration. Si on restait entre nous, ça sera plus simple. Bon, déjà, il faut rappeler, le premier élément, c'est que l'augmentation des loyers qui est vraiment massive sur le marché, elle n'a plus rien à voir avec le phénomène de pénurie. On n'est de loin pas dans un système d'offre et demande, c'est-à-dire de construire plus, ce qui est nécessaire. Mais si on construisait plus, ça ne ferait pas baisser les loyers. Ça, c'est un mythe. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un marché du logement qui est surprisé par des grosses sociétés d'investissement qui sont là uniquement pour rentabiliser leurs investissements. Et on sait aujourd'hui que plus de 60% dans le loyer qu'on paye, il est là uniquement pour rémunérer le capital qui a été investi. Il n'est pas là pour financer l'entretien de l'immeuble ou pour payer le salaire de la concierge ou autre. C'est vraiment unique. La grande partie de notre loyer sert uniquement à rentabiliser le capital qui était investi. Et puis cette dynamique d'augmentation de loyer, elle est aussi permise grâce à un droit du bail qui ne permet pas des contrôles réguliers des loyers, qui fait tout reposer sur les épaules des locataires. Donc si vous additionnez en fait toutes ces dynamiques qu'il y a sur le marché actuellement, on explique assez facilement l'explosion des loyers et on explique aussi comment la pénurie finalement... En tout cas, si demain il n'y avait plus de pénurie, on n'aurait pas de diminution de loyer sur le marché. Ça, c'est quand même hyper important de le rappeler. Et ce qu'il faut aussi toujours rappeler, c'est que quand on a des sujets au Parlement sur les locataires, qu'on arrive avec Christian avec des propositions concrètes. Voilà, nous, on fait une proposition, on est là avec le PS, la SLOCA, des aides pour les locataires, une situation pour réguler les loyers sur le marché, des situations pour diminuer les expulsions des locataires, etc., etc. Les votes sont toujours les mêmes. Et c'est hyper important de le rappeler. L'UDC refuse toutes les propositions en faveur des locataires, systématiquement. Au mois de novembre, il y a quelques mois, on a eu 2 votations sur le droit du bail, 2 référendums qui avaient été lancés par la SLOCA. Les 2 projets qui avaient été adoptés par le Parlement, qui étaient en défaveur des locataires, qui étaient vraiment des horreurs, elles provenaient de l'UDC et elles étaient soutenues par l'UDC. Donc, il ne faut pas venir nous dire aujourd'hui qu'ils sont du côté des locataires. C'est ultra faux, ça se voit au quotidien. Mais c'est vrai qu'on va devoir le rappeler continuellement et de rappeler que c'est un double discours sur lequel ils sont tout le temps en train de naviguer et qui est peut-être aussi permis par l'absence aussi de médias très critiques pour mettre en avant ces doubles discours systématiques. Ça nous permettra aussi de rappeler la nécessité d'avoir un service public fort
pour renseigner correctement aussi la population sur ce qui se fait au niveau politique et au niveau fédéral, parce que c'est vraiment une absurdité totale. Je veux revenir tout de suite sur cette question de stratégie politique. Juste un point encore, on a parlé maintenant des loyers, du pénurie du logement, mais ce qui est vrai, si vous arrivez aujourd'hui, par exemple, à la gare de Berne, par le train, il y a un problème. Il y a une infrastructure qui n'est pas plus à la hauteur. On revient à la gare de Lausanne. Ah ouais, ok, la gare de... Non, je suis d'accord, la gare de Lausanne, c'est pire, mais ça, on sait déjà depuis longtemps. Alors là, il y a une certaine logique à dire, en tout cas, la construction du service public, ces infrastructures, n'a pas suivi l'augmentation du nombre de personnes qui habitent dans ce pays. Mais c'est clair qu'il y a une sous-dotation des services publics, et puis je pense qu'il y a aussi un changement dans les exigences qui sont posées par ces mêmes partis sur le fonctionnement du service public. On impose maintenant des logiques de rentabilité, même de bénéfices. Le Conseil fédéral exige des CFF qu'ils fassent des bénéfices. Idem pour la Poste. Enfin, c'est des logiques qui sont absurdes. Le service public devait fonctionner en principe avec des prestations à des prix presque coûtants, le plus bas possible, et pas dégager des centaines de millions de francs pour pouvoir justifier effectivement des baisses d'impôts futures, octroyées la plupart du temps à des détenteurs du capital. Je crois que c'est un peu le problème de base. Et puis aussi, avec ça, ça met des pressions énormes parce que tu vas essayer de limiter aussi chaque acte, donc du coup le service public est plus forcément toujours à la hauteur et fait des attentes, donc ça crée un besoin de privé. Et puis le privé arrive, c'est les énormes groupes effectivement financiers qui s'installent et qui facturent leurs prestations, au départ avec souvent des subventions qui sont amenées par l'État, la Confédération ou les cantons, et puis ensuite parfois à charge purement et simplement des personnes, ça veut dire donc un retrait en fait du service public. Et ça, c'est l'UDC qui mène ces bagarres-là, hein. Je veux dire, c'est les attaques systématiquement le service public. Là, ils ont encore aussi accepté des propositions visant à ramener le niveau prétendument des salaires du public sur le niveau du privé. Et on parle évidemment des personnes qui travaillent dans le nettoyage, dans des conditions très dures, avec des salaires extrêmement bas. Ce qui fait aussi, je fais le lien avec la question également frontalière, que si tu as des salaires extrêmement bas, c'est impossible de vivre en Suisse. Donc ils fabriquent aussi des postes que tu ne peux pas occuper sur le territoire. Ils cassent aussi des mécanismes de salaire minimaux. Donc on en revient sur ces questions effectivement d'exploitation. Mais je pense que le service public, on doit l'aborder vraiment dans la dimension de salaire indirect. C'est quelque chose qu'on amène à la population. Et donc, quand tu réduis la qualité du service public ou quand tu as des listes, des délais d'attente trop longs ou autres, c'est en quelque sorte le salaire que tu touches également. Et je pense que ça, on doit évidemment le dénoncer et puis aussi reposer fondamentalement en question, disons, le but du service public. Le service public, c'est d'être à la disposition des gens. Ça veut dire aussi que tu minutes pas chaque acte passé auprès des personnes âgées. Ça veut dire aussi que tu intègres les éléments de prévention. Si tu minutes trop, simplement peut-être que tu ne feras pas de prévention, ce qui va aussi entraîner derrière les dégradations de l'état de santé des gens. Enfin, c'est tout un ensemble qui doit, à mon avis, être repensé. Pour le service public, on est allé très loin. Je pense déjà peut-être même un peu trop loin dans certaines régions, dans certains domaines. Sur le logement, je pense qu'on a encore un peu de marge parce que les attaques, elles ont été menées plus récemment. Alors, il y a une dégradation qui a été faite par le tribunal fédéral, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est sauvable et je pense qu'on peut aussi vraiment inverser fortement la tendance parce qu'on touche maintenant aux limites de ce qu'on peut demander aux gens de payer. Je dirais qu'on a clairement dépassé, en tout cas dans les villes, ces limites. Oui, c'est clair. Ouais. Les données qui ont été même publiées par des instituts immobiliers montrent que pour une région comme Genève, tu as à peu près 60% de la population qui ne peut pas accéder au niveau des loyers de l'offre. Enfin, c'est du délire. Vous avez un peu de retard ou de l'avance, ça dépend de quel côté on regarde ça, en Suisse romande, sur le développement de l'UDC. En Suisse alémanique, ils étaient déjà beaucoup plus forts dans les années 90 et les derniers 10 ans, et ils ont toujours fait leur carrière politique ou le renforcement de leur parti sur une question fondamentale liée à la migration, ou en tout cas dans leur discours, l'immigration, c'est l'importation, entre guillemets, de la criminalité. Est-ce que c'est un débat qui est en train de s'installer en Suisse romande? En tout cas, j'avais l'impression les dernières années que c'est un débat qui vient de plus en plus aussi sur la scène romande, qui avant n'était en tout cas pas là de la même manière comme c'était le cas chez nous. Oui, bien évidemment que c'est un débat qui est arrivé en Suisse romande. Surtout dans des régions frontalières comme le sont le canton de Genève et le canton de Vaud.
puisque l'UDC a beaucoup mis en avant et a fait un peu l'effet loupe. Hein. Tu prends 2-3 cas, comme ça tu mets la loupe dessus, puis tu dis c'est tout le monde comme ça, et puis tu exemplifies, enfin tu augmentes le phénomène, notamment avec la problématique des cambriolages qui sont effectués par des personnes qui viennent de France voisine et puis qui repartent. Ça, c'est des événements qui ont été mis énormément en avant. Mais je pense que c'est aussi hyper important de rappeler 2-3 éléments de base. Puis ça, moi, je le vois vraiment au quotidien dans mon métier d'avocate. C'est pas le passeport qui fait de toi un criminel. La plupart du temps, ce qui amène une personne sur un chemin criminel, c'est comme la plupart du temps la pauvreté. Et puis, ça serait 1000 fois plus efficace de lutter contre la pauvreté avec des mesures aussi de soutien, y compris à la coopération internationale. Enfin, ça rejoint aussi à d'autres débats qu'on a eu ici à Berne. C'est des mesures qui sont beaucoup plus efficaces pour limiter la criminalité que de simplement dire on va limiter la population et fermer les frontières. Surtout qu'on sait qu'il y a certaines formes de criminalité dans lesquelles il n'y a pas du tout de prévalence de personnes de nationalité étrangère. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la question des féminicides en Suisse par arme à feu. On sait que les hommes de nationalité suisse sont 2 fois plus représentés dans cette catégorie d'auteurs que les hommes de nationalité étrangère. Donc, on voit que l'UDC a aussi envie de mettre le focus sur certains éléments, puis pas sur d'autres. Et puis qu'on doit continuer à travailler, à exemplifier le phénomène, et puis à démonter aussi des clichés qui, là, par contre, je rejoins la question d'avant, sont souvent des clichés quand même assez xénophobes, voire racistes, qui sont quand même beaucoup utilisés par l'UDC pour faire peur aux gens. Et puis arriver avec des solutions très simplistes. Mais ce qui a donné aussi du crédit à ça, c'est le fait que ce qu'on avait peu en Suisse romande, j'avais l'impression, c'est qu'il y a des partis bourgeois traditionnels qui se sont mis de nouveau à jouer les mêmes chansons, le PLR, exactement. Ouais. Et ça a donné une énorme légitimité, effectivement, à ce discours. Ça, à Genève, où l'UDC était quand même assez marginal, c'est vraiment, j'ai l'impression, le PLR qui a ouvert la porte au discours de l'UDC. Ouais, en faisant des alliances sur des élections majoritaires. Voilà. Ça n'a pas, mais sur le discours. Sur le discours, c'est la politique d'asile, criminalité, notamment, évidemment. Ouais. Sur la question aussi de la préférence nationale, c'était un truc incroyable. Alors, au niveau fédéral, c'est 2015, où il y a eu cet accord qui a été passé avec la préférence nationale comme premier point d'accord. Enfin, c'est terrible en termes de capitulation de valeurs de la part de la bourgeoisie traditionnelle. Et puis, mais j'ai l'impression que en Suisse romande, il y a quand même aussi beaucoup la dynamique sociale. Ils avancent vraiment avec ça, en disant nous sommes les seuls à vous défendre face à la dégradation de vos conditions de vie. C'est pour ça que cette initiative est si dangereuse, parce qu'elle fait écho à ça, et c'est, disons, quelque chose qui a été préparé. Ils se cachent, ils n'arrivent pas avec un discours patronal, brutal, disons on va rétablir l'ordre et tout ça. C'est presque un discours social. Ils ont un discours social, c'est très fort. Mais on l'a vu même à Genève, même à Baudru, il arrive en disant mais finalement c'est vrai. C'est-à-dire Baudru, conseiller national du canton de Genève, vice-président, disant mais la 13e rente, c'est un élément intéressant. Donc ils sont très habiles dans leur façon d'aborder effectivement le problème. Et donc ils diabolisent, et puis en quelque sorte ils disent voilà, c'est nous qui avons des solutions effectivement au problème. Et puis arrive derrière ça l'initiative sur la Suisse à 10 millions. Mais comment ça se fait que ça fonctionne? Par exemple, moi je dis toujours, je regardais la présidence de l'UDC, c'est des millions et des millions, c'est les banques, c'est les étudiants de Harvard, c'est les grands industriels de Suisse. Ils n'ont rien à faire avec la réalité. La majorité de la population en Suisse, ils défendent une politique, on en a déjà discuté, clairement néolibérale, au Parlement, visible pour tout le monde, si on regarde ce qu'ils votent. En même temps, ils arrivent à vendre ce genre d'image. Pourquoi ça fonctionne? En tout cas, si j'aurais la réponse, je vous aurais dit depuis longtemps, mais... Oui, j'allais te retourner la question. Non, je sais, mais c'est quand même fascinant d'une certaine manière. Je pense que ce qui est intéressant, c'est toujours difficile de parler de ce qui nous occupe, nous, au premier plan, et je trouve qu'on trouve des fois des bribes de réponse en regardant ce qui se passe aussi dans les pays qui nous entourent. Okay. Ça nous permet d'avoir juste un petit peu de détachement. Et puis on a vu ce phénomène lors des dernières législatives en France l'été passé, quand le président Macron a dissous l'Assemblée nationale. On a eu cette crainte que j'allais dire le Front National, oui, le Front National, appelons-le comme ça, prenne la majorité à l'Assemblée nationale. Et puis c'est vrai que ça a permis de mettre en avant un sentiment très fort qu'il y a en France
déclassement et d'oubli sur les territoires. Et je pense que, alors la Suisse, on n'en est pas à ce stade-là. Je pense que le fédéralisme nous protège en partie de ce phénomène-là, mais il y a quand même un phénomène un peu similaire qui se passe. Et je pense qu'il y a vraiment des populations aujourd'hui qui se sentent oubliées de la politique, oubliées du service public. Quand on continue à fermer des bureaux de poste, quand on continue à fermer des écoles dans les villages, quand on n'a plus de transports publics qui viennent desservir certaines régions, quand on n'a plus de médecins, plus de pédiatres, plus de gynécologues. C'est des réalités comme dans certaines régions. Dans certaines régions en Suisse. Et puis je pense que ce sentiment un petit peu d'oubli, elle nourrit une forme de rancœur et le discours populiste et nationaliste arrive à point nommé à ce moment-là. Et je pense que c'est quand même une bribe d'explication. Et nous, notre responsabilité en tant que force de gauche progressiste, c'est de limiter autant que possible ce démantèlement en fait, sur les territoires et du service public. Ça rejoint ce que Christian disait tout à l'heure, de garantir le niveau de vie, puis de continuer à rappeler que chaque fois qu'on fait des propositions pour le pouvoir d'achat, pour baisser les primes d'assurance maladie, pour des salaires minimums, pour les baisses des loyers, que ces partis-là qui disent vouloir les aider votent systématiquement contre. Puis ça, c'est un travail de pédagogie qu'on doit continuer à faire. Et on ne le fait pas assez? Si on regarde les chiffres du GC, ou on en est où? Mais peut-être sur la réponse qu'on doit donner à ça, parce qu'il y a pourquoi est-ce que les gens votent aussi des partis d'extrême droite? Il y a des fois aussi des choses qui ne sont pas toujours effectivement très, très rationnelles. Il y a des études qui avaient été faites aussi qualitatives en France qui montraient que c'était quand même les gens qui votaient le Rassemblement national, c'était des personnes de droite, avec un certain capital financier, ils étaient propriétaires d'entreprises, c'est pas la grande bourgeoisie, mais c'était pas des prolos, très clairement pas. C'est ce qui montrait notamment sur tout le sud de la France, et sur aussi, peut-être pas dans le nord, mais simplement c'est qu'il y a un retrait de la vie politique d'une bonne partie des salariés des classes populaires. Et je pense que c'est ça le travail effectivement qui doit être fait maintenant, c'est d'arriver à remobiliser les personnes autour d'un projet émancipateur, mais qui pose aussi, disons, la question du travail, la question de l'exploitation, la question de la dignité. Je pense que c'est ça qu'on doit essayer de mettre en avant, en disant, mais voilà, n'ayez pas peur, allez-y, faites effectivement, mettons-nous ensemble pour pouvoir porter ce discours collectivement. Je pense que c'est ça qui doit être fait. Mais évidemment, c'est pas simple non plus à faire. Et je pense aussi, comme organisation politique, si on est sur des éléments plus de critique ou de réflexion sur ce qu'on doit faire, c'est qu'on est une organisation aussi qui est très institutionnelle. Et c'est vrai que le fait, surtout en Suisse, où tu as vraiment un cadre institutionnel qui est très large, qui va de la commune, qui va de canton, confédération, c'est clair que la dimension électorale prend un énorme pas. Mais je ne pense pas que ce soit forcément un choix conscient de se dire « allons exclusivement sur le terrain électoral », mais disons, quand tu fais 4 votations par année, que tu fais des élections municipales partout, quasiment en permanence, plus le canton, plus la confédération, et que tu as aussi un personnel, entre guillemets, politique, un nombre de militants qui se réduit, finalement, forcément que le focal va être tourné vers ça. Et je pense que sur la mobilisation, il y a une autre temporalité. Et il y a aussi le fait qu'évidemment, très habilement, on parlait des mesures aussi de Keller-Souter, il y a des capacités d'intégration de la bourgeoisie suisse qui sont juste exceptionnelles. Ça, on l'a vu, la bourgeoisie française a fait venir peut-être Nicolas Hulot sur des portefeuilles avec peu évidemment d'impact. Disons, la bourgeoisie suisse peut parfois intégrer très fortement et très loin quelques personnes, moutons noirs à mon avis, mais et évidemment ça peut créer évidemment ces dynamiques-là. Donc je pense que face à ça, voilà, je ne suis pas dire qu'il faut retourner dans la rue, mais je pense qu'il y a une attention qui doit être portée à ce travail, long terme, avec des caps qui sont posés, comme ça a été fait autour de la 13e ronde, c'est 10 ans de bataille, de réflexion autour de... Et puis disons, on peut gagner en faisant ça. Pas dire qu'on gagne nécessairement, mais en tout cas, on peut gagner quand on fait ça, et je pense que c'est un peu le bilan qu'on doit tirer, en fait, notamment des campagnes sur les retraites, à mon avis. Je voulais juste revenir encore un point sur la responsabilité des partis du centre, entre guillemets aussi, parce que je trouve que c'est un peu difficile. L'extrême centre. L'extrême centre, exactement, ou le centre extrémiste, exactement, parce que j'ai l'impression quand même que
toute cette vague néolibérale qu'on a eue pendant 30 ans, 40 ans, qui a en gros expliqué à tout le monde que c'était que les marchés qui vont trouver des solutions pour notre société, que de toute façon la politique ne pourrait rien faire et surtout pas améliorer notre vie, que ce qu'on voit ici avec cet extrémisme de droite, avec ce nationalisme qui revient, c'est d'une manière ou d'autre aussi, c'est une manière de répondre à cette logique de manque de politisation, de dépolitisation. Ou est-ce que vous voyez, on a déjà commencé à en discuter, la responsabilité du PLR, du centre dans cette montée de l'extrême droite? Est-ce qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils ont fait ou pourquoi ils essaient de nouveau de se rallier à l'UDC comme le fait le président du PLR, par exemple, depuis les élections? Moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a des leçons qui ont été tirées. Il y a vraiment ce phénomène de cette droite bourgeoise qui était tiraillée entre aller chercher des voix au centre ou aller chercher des voix sur l'extrême droite. Puis ça, c'est un phénomène qu'on ne voit pas qu'en Suisse. À part ça, dans les pays qui nous entourent, on a une droite qui laisse la porte ouverte déjà à un discours, dans le langage. Ils ont récupéré des phrases, des mots qu'on n'entendait que dans la bouche des partis d'extrême droite avant, qu'ils ont récupérés maintenant. Ils sont aussi en train de durcir le discours sur l'asile, sur la migration, en espérant aller rechercher une part de leur électorat aussi qui est parti à l'extrême droite. Mais ça marche pas. Non, mais ça marche pas. Dans tous les pays, on a déjà vu, on a compris. Mais moi, je me rappelle de cette phrase de Jean-Marie Le Pen à l'égard de Sarkozy et qui rigolait quand Sarkozy faisait ses campagnes où il disait qu'il allait carchériser les cités. Et Jean-Marie Le Pen qui se marrait puis qui disait « Mais l'électeur préférera toujours l'original à la copie. » Il avait raison. Et il avait raison. Et en fait, plus la droite reprend le discours et essaye de chasser sur les mêmes terres, plus ça renforce l'extrême droite. Et c'est une réalité. Et moi, je n'arrive pas à saisir que cette droite humaniste qui existait, pour certains aussi proches des églises. On a eu des personnalités politiques qui ont vraiment incarné ce monde-là, très libéral sur des questions économiques, mais très ouvert sur les questions humaines et migratoires. Mais ils ont disparu. Complètement. Mais ils ont disparu. La première étape, c'était la fusion entre les libéraux et les radicaux. Je pense qu'on a tué une bonne partie à ce moment-là. Et puis, cette volonté systématique maintenant de vouloir aller chasser sur les terres de l'extrême droite. Mais après, la politique, ce n'est pas non plus qu'une bataille d'idées. Et puis je pense effectivement que ces organisations politiques, elles servent aussi des intérêts économiques qui sont réels. Et c'est clair que dans une période de stagnation économique, si tu veux pouvoir relancer les éléments de profit d'un certain nombre de détenteurs de capitaux, tu es obligé de mener des politiques très agressives contre la majorité de la population. Et ça t'en paye quand même un peu les pots cassés quand tu es un parti centriste, enfin centriste du centre ou le PLR. Mais j'ai l'impression que là, le choix, il a été fait. Puis moi, ce qui m'a le plus marqué, alors c'était la dernière législature, en lien avec le Covid, mais lorsqu'on avait très modestement proposé d'avoir un gel temporaire en fait, des loyers, enfin un abattement de loyer sur les locaux commerciaux. C'est un grand débat au Parlement. Et c'était 200 millions de francs, donc c'est pas rien dans l'absolu, mais disons, l'État locatif, c'est 2 milliards par année, par mois, donc ça représente vraiment pas grand-chose. Là, disons, ils auraient eu un moyen simple de pouvoir se rallier une partie de leur électorat. On parlait effectivement de locaux commerciaux. On avait le soutien avec l'ASLOCA LPS de Gastro Suisse, donc on avait quand même des éléments, et ils ont voté non. C'est impossible. Ils ont voté non. Et ça s'explique pas autrement que par ces bases matérielles, en fait. Je pense que c'est quand même en partie ce qui explique, parce que ce ne sont pas non plus des imbéciles. Donc je pense qu'ils vont là-dedans parce qu'il y a quand même des intérêts qui dictent en fait cette politique. Et si tu veux casser les services publics, parce que maintenant c'est quand même aussi une logique économique prédatoire, tu veux casser les conditions de travail, c'est de demander aux gens de bosser plus pour avoir moins de salaire, bosser plus longtemps aussi par rapport aux retraites, ce qui est évidemment pas populaire. Tu es obligé d'avoir une politique très agressive et d'avoir aussi un discours qui soit ouvertement raciste en disant mais le problème, c'est pas la répartition des richesses, c'est les migrants qui traversent la Méditerranée, 60 000 morts en 20 ans, ce qui n'est qu'à tomber, mais horrible. Il faut aller sur ces terrains-là et je pense que c'est pour ça qu'ils vont aussi là-dessus. Il y a un aspect électoraliste, mais pas que ça. Pour arriver vers la fin de notre discussion, est-ce qu'avec l'acceptation de la 13e ronde de l'AVS et l'incapacité aussi de l'UDC de vendre la réforme mal foutue du deuxième pilier à sa propre base, est-ce qu'on est arrivé à la fin de cette vague? Est-ce qu'on a trouvé peut-être un moyen de briser cette logique ou ce bloc de droite? Je ne suis pas sûre que l'électorat traditionnel de l'UDC qui a voté avec nous sur la 13e rente et sur la LPP se distancie aussi facilement
de l'UDC sur une thématique qui reprend tellement les fondamentaux xénophobes et racistes. Et je l'espère. J'espère qu'on aura une partie de cet électorat qui se rappellera tout ce phénomène aussi qui s'est déroulé en 2024 et cette volonté que l'électorat a eue aussi de nous donner raison sur ces thématiques de choisir la solidarité choisir la solidarité au détriment de l'exclusion et de l'accaparement des richesses. Mais j'ai quelques craintes. Je ne suis pas sûre qu'on puisse profiter, entre guillemets, simplement de la vague 2024 sur cette votation-là. Ça va être difficile. Et puis, on va y aller. Le combat va être dur. Mais il va falloir batailler, je pense, fermement. De toute façon, je pense qu'évidemment, il n'y a jamais d'arrêté là-dedans. Hein. Ces attaques continuent, ils reviennent en 2026, ça va être évidemment perpétuel. Puis il y a aussi une logique politique de dire, quand vous gagnez, vous devez perdre. À la fin, il faut quand même montrer au peuple qu'il fait les mauvais choix et il en paye les conséquences. Je crois que c'est toute la dynamique en fait, qui est à l'œuvre par ces partis politiques. Mais cette bataille, on l'a gagnée. Je pense aussi que ce qu'on doit retenir, c'est que la dégradation des conditions de vie, aussi des conditions de travail, fait qu'à un moment donné, les gens ont envie de pouvoir dire pause. Et la retraite, c'est aussi ça. Et le fait de dire aux gens, vous avez trimé toute votre vie, mais il n'y a pas de limite, vous irez jusqu'à 70 ans ou autre, ça, encore dans la population, je pense majoritairement en Suisse, c'est un élément insupportable. Je pense que c'est insupportable pour tout le monde, mais que les gens sont prêts à dire ça, non, stop. Ça, je suis d'accord. Et on doit partir de ça, parce que si on veut inverser la tendance, il faut partir du stop. Que les gens disent maintenant, on en a marre, on arrête. Oui, mais il ne faut pas que les gens disent stop à l'immigration. Non, alors c'est pour ça qu'ils vont après, évidemment, là-dessus. Mais nous, on doit justement opposer aussi à ça, justement, le fait que la solidarité a permis ça, et qu'elle peut permettre autre chose, et que c'est comme ça qu'on pourra battre, en fait, l'UDC, et aussi, disons, les fachos qui sont aussi autour d'eux, parce qu'il n'y a pas que l'UDC. Hein. Et le stop à la migration qui se cache derrière le titre de cette initiative, on vient d'en discuter, ce serait plutôt le stop du développement des services publics et à la fin aussi du bien-être de ce pays. On a envie d'arrêter de servir les intérêts financiers de Mme Blocher, de son père, de sa famille et de ses amis. Je crois que c'est ça. Ça serait en tout cas une bonne solution politique. Je vous remercie, Christian et Jessica, d'avoir pris le temps d'avoir discuté avec nous pendant ces 45 minutes sur Champ Libre, l'émission live Instagram du PS Suisse. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés, d'avoir fait des commentaires. Nous avons débattu 45 minutes de la politique de l'extrême droite en Suisse, incarnée par l'UDC, un parti vraiment des multimilliardaires qui essaie de vendre une politique néolibérale à l'intérêt d'une petite oligarchie dans ce pays, au détriment du bien-être des services publics et de la stabilité économique de la majorité. Malheureusement, nous aurons de nouveau à voter devant les urnes ou à les urnes pour combattre ce genre de politique qui est fondée sur une politique, évidemment, aussi une partie raciste et xénophobe, notamment probablement l'année prochaine avec l'initiative de l'UDC qu'on vient de discuter sur les 10 millions, appelée l'initiative pour la durabilité. Avec le PS, nous essayons de combattre, nous essayons de nous battre pour la solidarité, pour les solutions qui améliorent le service public pour tout le monde dans ce pays. Si vous auriez un intérêt de nous accompagner sur ce chemin, vous serez évidemment les bienvenus. On peut toujours devenir membre du PS Suisse ou en tout cas laisser un like sur cet Instagram, le distribuer, le montrer à vos copains et vos copines. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne soirée à tout le monde.